Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, c'est la 10e de l'émission, ravi d'être avec vous et ravi d'être avec Mathieu Chambenois et Cyprien Juillard. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien et toi? Tout pareil, ça va très bien. Moi ça va, merci Mathieu de l'avoir demandé. Comment vas-tu, Michael? Ça va très bien, Cyprien, merci beaucoup. J'en suis ravi. Voilà, c'est très sympathique, j'espère que vous aussi vous allez bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein, individuellement, est-ce que vous allez bien, c'est important, et on fera une petite pause dans l'émission prochaine, un petit 15-20 minutes, pour savoir est-ce que vous allez bien. Important de prendre une petite voix façon émission un peu intimiste. Ouais. Mais aujourd'hui, eh bien, ce ne sera pas qu'intimiste, parce qu'on retrouvera dans quelques instants Luca Bartolomeo depuis Valence en Espagne pour nous parler de la finale du MotoGP qui a été remportée par Marco Bezzecchi et son Aprilia. On parlera également du Grand Prix de Macao que notre ami Mathieu a suivi en long, en large et en travers. Tout à fait. Ce qui peut expliquer si à un moment donné il décline évidemment pendant l'édition, car le Grand Prix de Macao, ce sont des horaires un petit peu matinaux. C'est très matinal, c'est même nocturne pour ainsi dire. Voilà, c'est assez nocturne, mais on en parlera parce que les Français ont particulièrement brillé à Macao, que ce soit en F4, en Formule régionale, en voiture de tourisme également avec Yann Erlaché qui a remporté le titre dans cette catégorie. On parlera Formule 1 également parce qu'Audi a présenté la semaine dernière un concept de sa monoplace 2026. Alors ce ne sera évidemment pas la version finale, mais en tout cas ça nous permet déjà de nous projeter un petit peu sur ce qu'est cette Formule 1 version 2026. Et donc la question hebdo, eh bien, on vous la posera également. Est-ce que vous avez hâte d'être à cette saison 2026? Je sais, il reste encore 3 Grands Prix en 2025 qu'on a bien hâte de voir, mais déjà évidemment on a un petit peu l'eau à la bouche et on terminera avec les enjeux justement de ce week-end à Las Vegas avec le Grand Prix de Las Vegas et la finale de la F1 Academy avec peut-être un titre pour Dorian Pain qui sera en lice face à Mayaveug. Voilà messieurs, bah écoutez, je pense qu'on peut y aller maintenant. Allez, c'est parti, on va parler MotoGP. Et pour parler MotoGP, eh bien on va retrouver notre spécialiste, Luca Bartolomeo, qui était à Valence ce week-end et qui est d'ailleurs encore, puisqu'il y a les essais, mardi, les premiers essais de la saison 2026. Salut mon cher Luca, nouvelle victoire donc pour Marco Bezzecchi, la 2e consécutive. Est-ce qu'on peut commencer à envisager l'Italien de chez Aprilia comme un prétendant pour le titre 2026 ? Bonjour Michael, comme tu le vois, on est ici dans la voie descente du circuit Ricardo Tormo, les équipes qui s'activent, qui rangent un petit peu le matériel, mais qui préparent surtout les essais de fin de saison de ce mardi. Marco Bezzecchi qui décroche une 2e victoire en 2 Grands Prix et qui est bien évidemment l'un des grands favoris pour la saison 2026. On l'avait vu avant que Marc Marquez ne se blesse, il était bien tout simplement son plus grand rival. Maintenant, il s'agira bien de débuter la saison 2026 avec la même régularité qu'il a affichée durant la fin de saison 2025. Et puis, pourquoi pas, on a vu que la RSGP a beaucoup progressé, et bien lutter pour le titre mondial, ce serait tout à fait possible. Raúl Fernández qui prouve lui aussi avec cette 2e place au Grand Prix de Valence que la RSGP a du potentiel. Maintenant, le test de mardi permettra à la marque de Noal et de vérifier l'avancée de son développement. Comment ça s'est passé ce week-end pour nos pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco? Eh bien pour les Français, ça a été un petit peu compliqué. Fabio Quartararo qui passe tout proche de la pole, 189 millième. Donc c'était plutôt pas mal en qualification. Ensuite en sprint, un cruel manque de rythme au guidon de la M1. En course, c'était plus ou moins la même chose. Et puis il a malheureusement terminé la saison par une chute, Fabio Quartararo. Fabio Quartararo qui nous disait en débrief dimanche après-midi qu'il espérait que le V4 que Yamaha utilisera en 2026, ça a été officialisé cet après-midi, soit au moins au niveau de la M1. Mais on le sait, Fabio Quartararo, il veut jouer le podium ou rien dès la première course. Et puis pour Johann Zarco, un Grand Prix compliqué également. Johann Zarco qui a touché Pecco Bagnaia au départ de la course principale. Il a dû sortir large et puis Pecco arrivait à sa gauche et il n'a pas pu éviter le français, donc il s'en voulait, il disait je vais aller m'excuser auprès de Pecco Bagnaia. Et pour le reste, Johann Zarco qui a du coup écopé d'un long lap et puis qui a effectué une belle remontée. Grâce à la 7e place de Luca Marini ce week-end lors du Grand Prix, Honda va donc perdre ses concessions qu'elle avait, elle passe du rang D au rang C. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact justement pour la saison prochaine? Ça représente beaucoup. Avant tout, plus le droit de changer 3 fois de moteur comme Honda l'a fait cette année. C'est ce que nous rappelait Aleix Espargaro. Il y aura aussi moins de pneus disponibles pour les tests. Et là où les constructeurs de Randé peuvent tester sur absolument tous les circuits, ils ne pourront plus le faire que sur 3 circuits de leur choix, avec quelques autres restrictions. Donc cette promotion du Randé au rang C pour 1 point, ils ont marqué tout juste le nombre de points pour être promus au rang C. Elle change pas mal de choses, il va y avoir moins de privilèges, mais c'est aussi quelque chose de positif, puisque ça montre que le projet Honda va dans le bon sens. Joan Mir qui nous disait que pour lui c'était un point de satisfaction, puisqu'il ne devra plus participer aux tests privés organisés en plein milieu de la saison. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas, enchaîner les Grands Prix et puis faire des tests entre tout ça. Joan Zarco qui nous disait pour le coup que pour lui ça ne changerait rien.
Johan Zarco qui n'a utilisé que 2 des pneus alloués pour Honda cette saison, qui n'a pas fait beaucoup d'essais privés avec la marque et qui du coup continuera dans la même dynamique en tentant de développer la machine au maximum. Jorge Martin et Maverick Viñales ont fait leur retour d'ailleurs lors de ce Grand Prix de Valence, en prévision principalement évidemment des tests de ce mardi. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ces essais sans Marc Marquez? On rappelle le champion du monde qui était là mais qui ne va pas rouler. Il l'avait déjà annoncé en marge du Grand Prix, Marc Marquez ne sera pas présent pour le test. C'est Nicolo Boulega qui va prendre sa place. Il y aura aussi Michele Pirro, le pilote d'essai de Ducati. Et finalement, il y aura peu de changements pour Ducati avec cette GP26. C'est Pecco Bagnaia qui nous l'annonçait. L'objectif, dans le chef du team officiel, c'est surtout essayer de trouver des solutions pour Pecco Bagnaia qui a encore conclu ce week-end de manière désastreuse. Un peu de malchance, cette fois-ci c'était plus des erreurs personnelles mais beaucoup de malchance pour Pecco Bagnaia. Et donc non, Marc Marquez ne sera pas présent pour le test de ce mardi. Il est en revanche présent à Valence pour célébrer son titre avec son frère Alex. On l'a vu tout le week-end dans le paddock, la fête une fois chez Gresini, une fois chez Ducati. Et concernant Jorge Martin et Maverick Viñales, pour Maverick Viñales ça ne changera pas grand-chose. Il fera des tours avec la RC16, mais c'est surtout pour Jorge Martin qu'on a vraiment essayé de préparer ces tests. Jorge Martin qui tout le week-end a utilisé le Grand Prix de Valence comme une séance de test, enchaînant les tours. Il a fait une centaine de tours sur le week-end environ et qui a même arrêté sa course dès le 16e tour. C'était une décision qu'il avait prise avec Aprilia en marge de la course principale, d'arrêter avant la fin de la course pour essayer de se préserver et surtout éviter les blessures. Son médecin lui a dit à Jorge Martin que s'il se blessait à nouveau, son corps ne s'en remettrait pas et donc il fait très attention à ça. Et donc chez Aprilia, on a privilégié le test de Jorge Martin au Grand Prix, puisqu'évidemment il n'y avait aucun enjeu pour le championnat dans le chef du numéro 1. Merci Lucas, et puis profite bien encore des essais. J'allais dire profite bien du temps, il n'a pas fait très beau à Valence ce week-end, donc voilà, qui profite au moins de voir des MotoGP, c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais me tourner vers Mathieu pour parler de Macao, le Grand Prix de Macao, alors avec plein de catégories différentes, mais un Français, Théophile Nael en l'occurrence, a remporté la course principale, le véritable Grand Prix de Macao d'une certaine manière. Tout à fait. Pour rappel, le Grand Prix de Macao, en tant que tel, c'est une course donc de formule régionale. C'est un peu la Coupe du Monde de formule régionale. C'est pas un peu d'ailleurs, c'est vraiment le principe, avec les meilleurs pilotes de formule régionale du monde. Alors, exception faite de quelques pilotes de F3, il y avait notamment Mari Boya et donc Théophile Nael, effectivement, qui était au départ. Et Théophile Nael, tout simplement, qui a gagné le Grand Prix de Macao ce dimanche. Il était en pole position de la course qualificative dans un premier temps. Course qualificative de laquelle il a terminé 3e. Et la raison pour laquelle il a gagné, vraiment le moment fort de ce week-end, ça a été son double dépassement à quelques tours de la fin, justement. Il a dépassé et Enzo Dellini et Mario Boya pour la première place sur la ligne droite, donc c'était vraiment un mouvement super de la part du Français, donc évidemment félicitations à lui pour cette belle victoire. Il l'emporte à la veille justement d'une saison de F3 où il a signé chez Campos, donc où il a toutes les chances là encore de briller l'an prochain, donc c'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. Et puis niveau français, on n'a pas eu que Théophile Nael qui s'est imposé, mon cher Mathieu, victoire également de Jules Roussel en F4. Tout à fait, c'était la première Coupe du Monde de F4 de l'histoire à Macao, et donc à jamais, ce sera un Français qui l'aura remporté. Donc pour l'éternité. Voilà, Jules Roussel. Elle est où ma lune de l'équipe là, s'il vous plaît, allez. Pas mal, c'est français. Qui a terminé donc 3e de la F4 France, donc derrière Munoz et d'Horizon. Et là, il gagne effectivement cette Coupe du Monde. Il y avait 2 Français devant pendant toute la course. C'était Ryan Caretti qui était 2e. Malheureusement, Caretti qui percute une barrière donc sur les derniers tours, alors qu'il était à la chasse donc de Jules Roussel. Mais super dépassement de Roussel pour remporter donc la Coupe du Monde. Avant ça, il avait fait une super remontée aussi de la P6 à la P2 lors de la course qualificative. Caretti qui avait fait une remontée de la P15 à la P3. Ça aussi, c'est à noter. À Macao, c'est pas si simple de voilà, c'est pour ça que je tiens vraiment à féliciter les deux. Malheureusement, ça s'est beaucoup moins bien passé pour Alex Munoz, champion de France, qui a eu des problèmes mécaniques, notamment sur sa voiture. Mais voilà, en tout cas, les deux champions, que ce soit en F4 ou en Formule régionale, sont français. Donc, c'était vraiment un super week-end. Donc, j'espère évidemment que ça permettra de lancer sous les meilleurs auspices la suite pour eux. À noter que Jules Roussel n'a toujours pas de volant pour l'année prochaine, alors qu'il a terminé 3e de la F4 France. Donc, on lui souhaite évidemment d'avoir une belle équipe pour l'an prochain. Alexandre Munoz non plus, il n'a pas de... Alexandre Munoz, non, pour l'instant, officiellement non. Il a fait les tests de Fréca en revanche. Là où Jules Roussel, lui, a opté pour le fait de ne faire que Macao. Donc, c'est un beau pari pour lui, un pari réussi évidemment, puisqu'il l'emporte.
En tout cas, pas réussi pour l'instant. Maintenant, il faut que la deuxième phase, en tout cas du plan, Tout à fait. se mette bien en place. On a aussi eu du GT, la Coupe du Monde de GT, C'est ça. à Macao, et Antonio Foucault qui s'impose. Belle saison quand même, Antonio Foucault qui était sur le podium en hypercar, on rappelle, au championnat du monde, globalement, de cette saison, puisque Ferrari a fait 1-2-3. Il gagne Macao tranquillement. Ouais, ça commence à devenir vraiment solide. Ferrari qui était 1 et 2 de la course qualificative, donc c'était vraiment très solide. Malheureusement, Yves Fayet s'est fait dépasser pendant la course principale. Mais Antonio Foucault, qui a gagné vraiment tout ce week-end dans la catégorie GT. On regrettera là encore côté français, on n'a pas eu le triplé parce que malheureusement, Dorian Boccolacci a été pris dans un accident. Bien malgré lui, pour le coup, il pouvait vraiment pas grand-chose, mais il n'a pas terminé la course. Mais sinon, oui, pour revenir sur Ferrari, ils ont vraiment été dominants. On peut aussi regretter le fait que Lorenz Vanthoor, qui était très attendu, ait percuté une barrière dès les essais. Et donc, malheureusement, il a eu une voiture beaucoup moins performante ensuite tout le week-end. Donc, ça lui a été préjudiciable. Il a évité le forfait déjà, ce qui était déjà bien. Ce qui était déjà fort, mais effectivement, après, c'était un petit peu compliqué. Lorenz Vanthoor, on rappelle qu'il a quand même réussi à gagner l'épreuve de Macao sur le toit il y a quelques années, avec Lodi notamment, puisqu'il avait eu un accident alors qu'il venait de se faire dépasser pour la tête. Drapeau rouge. On prend le tour d'avant, il était devant, voilà. Donc écoutez, c'est pas mal, non, c'est belge. Moi je suis content aussi de montrer ce genre de choses. Oui, l'inclusion est importante là-dessus. Voilà, c'était extrêmement important. Et puis surtout, on avait également la finale du TCR World Tour, et encore une fois, c'est un Français qui s'est imposé, décidément. Cocorico aujourd'hui, ça fait plaisir. Yann Erlaché, et écoutez, je vous propose tout simplement de ne pas vraiment parler de ce qu'a fait Yann Erlaché ce week-end, je vous propose de l'écouter. Salut les amis d'Auto Hebdo. Je suis à l'aéroport, on vient de finir le week-end de Macao, le week-end du titre. Merci beaucoup pour tout le support que vous m'avez apporté. On fait encore une semaine de PR ici en Chine pour fêter le titre avec toute la partie chinoise du groupe. Donc on va emmener la coupe et tout à l'usine, etc. Non, je suis super heureux d'avoir gagné cette 3e étoile et ce 3e titre mondial. Ça fait énormément plaisir après quelques années de 2e et de rien, donc je suis super heureux. C'était d'autant plus symbolique à Macao. J'ai suivi les courses d'Ivan quand j'étais petit. On se levait à 4-5 heures du matin pour voir les courses à Macao, et là j'y étais. J'étais pas en Europe à me lever tôt le matin. J'étais sur place, et forcément c'est quelque chose d'assez spécial pour moi par rapport à tout ce que j'ai comme souvenir. Et pour le coup, j'ai eu, au moment de passer la ligne d'arrivée, on avait un endroit spécial pour célébrer le titre, et j'ai pu avoir Yvan au téléphone en vidéo, qui lui était pour le coup en Europe. Non, c'était un moment spécial et qu'on a pu partager même à travers le téléphone. Ensemble, et j'avais une partie de ma famille qui était là, j'avais des amis qui sont venus, donc non, c'est un moment qui va rester gravé dans ma mémoire pour toujours. Et puis maintenant on va commencer, on va profiter un petit peu, mais on va se tourner assez rapidement vers 2026, parce que le problème d'être champion du monde, c'est que le feeling il est très fort, il est très intense, mais il est très court aussi. Donc tout ce qu'on veut, c'est gagner de nouveau pour revivre ça, et je vais mettre tout en ordre pour essayer de reproduire ça en 2026. Allez, ciao. Et on va donc parler Formule 1 désormais. Ça va être un petit peu le gros dossier de cette émission, puisqu'Audi a présenté un concept, une ébauche de ce que pourrait être donc sa monoplace de Formule 1 en 2026. Ça nous permet de voir une première interprétation d'équipe aussi de ce que pourrait être une F1 2026. On avait l'interprétation de la FIA, maintenant on voit ce que l'équipe pourrait faire. Toi Cyprien, qui a suivi ça de près justement, et qui suit aussi les préparatifs évidemment de cette équipe Audi, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce lancement, qui était quand même en grande pompe pour quelque chose qui ne va finalement pas voir la piste? Oui, alors en fait c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose, si on veut dire, parce qu'en fait c'est pas la vraie monoplace, c'est pas la vraie livrée non plus, qui est pas définitive. Comme tu l'as dit, c'est la charte graphique d'Audi. Ce sera évidemment modifié, il y aura des sponsors qui vont être ajoutés, on pense à Revolut qui a été annoncé comme sponsor titre, mais ce qui était important, c'était de lancer visuellement ce projet Audi finalement auprès des gens. D'avoir du coup la présentation de cette équipe. On a vu Mattia Binotto, on a vu Jonathan Whitley, on a vu les pilotes. Voilà, globalement c'est plutôt ça le message, c'était de dire bon, on amorce la transition de Sauber à Audi, puisque Audi est déjà là, clairement, derrière Sauber, mais on reste encore pour le moment sous le nom de l'écurie suisse, ce qui va changer en début d'année, et il faut commencer à amorcer ça dans l'esprit des gens. Donc c'était plutôt ça, c'était donner un vrai coup d'envoi au projet. On a appris finalement peu de choses, mais on a appris quand même quelques petites choses intéressantes, notamment que le moteur Audi est prêt, qu'il est déjà prêt à être envoyé à Hinwil, où il sera assemblé, du coup, sur le reste de la monoplace, puisque pour rappel, Audi est très bien organisé et a donc 3 structures. Donc on a
Hinwil en Suisse, qui est l'usine Sauber. On a Neubourg en Allemagne, qui est l'usine moteur, l'usine Audi. Et puis on a un bureau technologique qui a été ouvert à Bicester en Angleterre, donc dans la Motorsport Valley, là où toutes les autres équipes, à part Ferrari, sont basées. Donc du coup, le moteur va être assemblé à Neubourg, enfin a été produit à Neubourg, envoyé à une ville où il sera monté sur le reste de la monoplace, châssis, etc. Et donc le moteur et le reste de la voiture sera normalement prêt pour les essais de pré-saison, ce qui est un bon message envoyé par Audi, puisque Audi a commencé à préparer ce moteur dès 2022. Donc pour refaire un petit historique de tout ce projet Audi, c'est en août 2022 qu'ils ont annoncé leur arrivée en Formule 1. D'abord, ils ont annoncé qu'ils arrivaient sans plus de précision. Puis au fil des mois, ils ont commencé à acquérir les parts de Sauber jusqu'à obtenir 100% des parts, dont depuis, ils ont revendu 30% au fonds souverain du Qatar, qui est un investisseur de choix. Le projet d'Audi, pourquoi ils arrivent aujourd'hui en Formule 1, c'est parce qu'ils ont une réglementation moteur qui leur correspond, qui correspond aux valeurs de la marque. Audi, c'est une marque qui a annoncé en 2022 aussi le passage au 100% électrique, ce qui depuis a été remis en question, notamment en juin dernier, où ils ont finalement un peu rétropédalé en disant que ça allait prendre plus de temps que prévu. C'est un objectif 2033, il me semble, qui avait été annoncé et qui va être repoussé. Donc, bon, dans tous les cas, c'est une marque qui se dirige vers du tout électrique, ou en tout cas vers une électrification croissante de ces modèles de route. Et c'est déjà le cas sur beaucoup de choses. C'est déjà le cas sur beaucoup de choses, et puis c'est globalement, de toute façon, la direction que prend l'automobile. On sait qu'il y a des normes européennes de plus en plus strictes aussi vis-à-vis des constructeurs, et dans le monde, de toute façon, avec l'émergence de Tesla et des géants chinois, c'est le chemin que tout le monde doit suivre. Donc Audi s'est dit, bon, la Formule 1, on arrive à un moment où il y a un nouveau moteur. L'importance de l'énergie électrique dans le fonctionnement du moteur est prépondérante. Donc pour Audi, ça fait sens, puisque du coup, c'est de pouvoir développer une technologie en Formule 1 qui pourra ensuite être transposée à leur véhicule de route. Et puis il y a aussi le carburant. Et là, le carburant, c'est très important, puisque la Formule 1 va avoir un carburant renouvelable à partir de 2026. Audi s'est allié avec BP et Castrol, qui sont deux géants du milieu pour développer ce carburant. Et pareil, un carburant renouvelable, ça vous l'apporte à beaucoup de choses ensuite sur les véhicules de route. Donc l'arrivée d'Audi, elle fait sens à plusieurs échelles finalement, à plusieurs égards. Il y a aussi, et il ne s'en cache pas, une raison financière, c'est-à-dire que la Formule 1 arrive aujourd'hui au sommet de ce qu'elle a été économiquement. On a Mercedes, la semaine dernière, qui a été valorisée à plus de 4 milliards d'euros. C'est une somme astronomique, parce que par exemple, en comparaison, quand Audi a racheté Sauber, ils ont payé 1 milliard. Donc aujourd'hui, l'écurie en vaut en comparaison 3 fois. Encore une fois, c'est important de le rappeler, toutes les écuries sont rentables. Toutes les écuries sont rentables. Elles sont toutes rentables, et aujourd'hui, on rappelle cette fameuse maxime qui était très souvent utilisée, qui était si vous voulez repartir du sport auto avec une petite fortune, démarrer avec une grosse. Ça s'est un peu inversé maintenant. On peut arriver avec une petite fortune et réussir à revendre correctement par la suite. Donc, typiquement, on a Toto Wolff qui veut revendre 5% de ses parts chez Mercedes. 5% de ses parts, aujourd'hui, c'est estimé à peu près 260 millions d'euros. Il faut se rendre compte qu'en 2022, il y a le groupe Otro Capital qui a acheté 24% des parts d'Alpine pour 200 millions. Donc vous vous rendez compte, maintenant, ce qui à l'époque payait 24%, aujourd'hui on paye 5%. Même si Alpine et Mercedes... Ce qui m'embête, c'est que je vais pas pouvoir prendre les parts de Toto Wolff, donc ça me... Non, j'ai essayé de voir un... Non, ça se joue à... Non, tu fais pas d'effort, Michael. Non, mais ça se joue à... Elles sont à combien déjà, 260. Ça se joue à 260 millions près, donc c'est... Non, alors, 260 euros, je pouvais les reprendre. J'aurais demandé à ma banque. Je t'aurais donné 5 euros pour t'aider. Mais... Ah bon, dans ce cas-là, oui, on aurait pu. On aurait lancé un crowdfunding, évidemment, vous doutez bien. Non, mais en plus, Audi, pour revenir à ce sujet-là, a gagné le Dakar aussi avec une voiture hybride, on va l'appeler comme ça, même s'il y avait donc le moteur électrique et tout ça. Donc voilà, effectivement, ça fait beaucoup sens pour eux de dire en F1. Oui, puis Audi a aussi gagné en Formule 1 le titre avec Luca Di Grassi aussi il y a quelques années. Et puis le Dakar, tu l'as dit, il y a 2 ans maintenant avec Carlos Sainz. Ils sont retirés du projet Dakar directement après pour se concentrer vraiment sur ce projet Formule 1. On sent aujourd'hui, alors c'est très flou encore, mais on sent quand même que ce projet Audi, il est bien construit. Au début, il y a eu quand même beaucoup d'atermoiements. Il y a eu Andreas Seidel, notamment l'ancien team principal de McLaren, qui a été nommé à la tête du projet, et puis qui a été débarqué 1 an plus tard, en 2024. Donc, on s'est dit, où va ce projet ? En plus, Sauber, les performances étaient quand même très mauvaises. On se souvient de cette saison l'an passé, où ils attendent l'avant-dernière course de l'année pour marquer leur premier point. Donc forcément, ça n'inspirait pas confiance. Finalement, depuis que Mattia Binotto a repris le projet, on se rend compte qu'il est certainement meilleur gestionnaire qu'il est team principal d'équipe. Ça devient en tout cas très sérieux sportivement. Il y a quand même des éléments, je pense notamment aux motoristes, parce que tu parlais tout à l'heure du moteur et de l'importance de ce moteur. Ils ont été quand même débarqués Wolf Zimmermann qui travaillait depuis plus de 10 ans sur le moteur Ferrari, donc ça c'est quand même un sacré recrutement. Il a compris Wolf Zimmermann et son adjoint, donc c'est vraiment les deux chefs motoristes en fait de Ferrari qui partent chez Audi. Et puis je vais me permettre quand même de caler une petite parenthèse monoplace et Formule 2 promotion, parce qu'ils vont commencer aussi à ouvrir leur académie. Le premier membre annoncé, c'est ni plus ni moins Freddy Slater. Donc voilà,
qui est Ça quand même va, c'est correct. hein, voilà, champion champion de Freka, Voilà. qui est vraiment très en avance sur son temps. Donc on ne sait pas encore si ça va être signé, mais en tout cas les rumeurs sont insistantes. Et je trouve que le package, que ce soit voilà, les recrutements qu'ils font un petit peu dans l'ombre, le fait que le duo de pilotes soit sérieux, comme tu le dis depuis tout à l'heure, le fait que le projet dans son ensemble ait du sens, je commence à croire qu'effectivement on peut espérer des choses sur le plan sportif. Et n'oublions pas qu'ils ont fermé toutes leurs autres branches sport automobile, Audi. Hein. Oui, Ils là, sont c'est 100%. 100% sur la Formule 1. En général, quand des grandes marques allemandes s'engagent à 100% sur un projet, ça fonctionne. Oui. C'est rare que, voilà, on arrive à... Non, puis il y a un ADN chez Audi, il y a un ADN sport auto, ils ont quand même gagné partout où ils sont passés. C'est quand même rare les marques qui peuvent en dire autant. Moi, je pense qu'ils vont réussir en Formule 1. Est-ce qu'ils gagneront? Je ne sais pas. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'Audi n'arrive pas en disant on va gagner en 2026. Oui. Ils annoncent un horizon 2030 pour se battre pour les championnats. Donc on prend le temps. Après, on se souvient aussi, ce que j'ai écrit dans le magazine cette semaine, on se souvient de Laurent Rossi chez Alpine qui nous parlait des 100 courses. Et à l'époque, on avait envie de le croire aussi. Les fameuses 100 courses d'Alpine pour être champion du monde, c'était en 2021. Il y a eu plus de 100 courses depuis. Regardez où est Alpine. Bon. Voilà, évidemment, c'est des belles paroles, c'est aussi des paroles de communicants. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège. Mais il y a quand même un projet qui donne envie d'y croire, parce qu'aussi, tu as parlé du recrutement, Mattia Binotto, mais aussi Jonathan Whitley, qui était le directeur Bien sportif sûr. de Red Bull, Bien sûr. qui bossait chez Red Bull depuis plus de 10 ans, qui arrive et qui est team principal. Et depuis que Whitley est arrivé, depuis que Binotto est là aussi, même si Binotto est beaucoup plus sur 2026, on voit aussi dès cette saison un impact sur les performances de Sauber. Si vous vous souvenez, l'an dernier, avec Bottas et Joe, on voyait des choses, par exemple, on voyait des arrêts au stand de 13 secondes sans raison pour Valtteri Bottas. On voyait des stratégies qui n'avaient ni queue ni tête. En fait, toutes les faibles chances même que les deux pilotes allaient marquer des points, elles étaient finalement sabordées par l'équipe. Et si vous regardez cette année, c'est tout l'inverse. On a une équipe qui roule, on a une équipe qui fait des arrêts au stand réussis, qui fait des stratégies qui marchent. À Qui Silverstone, saisit les opportunités. exactement. voilà, podium d'Hülkenberg à Silverstone. Et par exemple, aussi, on a une équipe, et ça c'est très très important, qui apporte des évolutions qui payent. Il y a eu un package apporté à Barcelone cette année qui a tout de suite très bien fonctionné. Et d'ailleurs, Hülkenberg fait 5e en Espagne, alors que depuis le début de la saison, c'était assez compliqué pour les Suisses. Donc tout ça, ça donne envie d'y croire, parce qu'en fait, Audi n'est pas encore là, mais Audi est déjà là. Donc c'est déjà la rigueur allemande qui a été mise en Suisse, finalement, dans une équipe qui était devenue... Sauber, c'est une équipe qui a 30 ans d'histoire, mais c'était devenu l'écurie B de Ferrari, finalement, ces dernières années. Un peu comme Haas, enfin... C'est bête à dire, mais on s'en foutait de Sauber. Oui, Finalement. quand je dis qu'ils sont tous rentables, même Sauber, c'est un petit peu Oui. ça que je voulais dire. tout à Non, mais l'heure. c'est ça, même Voilà. Sauber est rentable. Oui, c'était le Alors parent qu'il y a- pauvre un peu de la F1. Tout à fait. quasiment, Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quelques années, on s'en fichait un peu de Sauber. On en parlait parce qu'il y a eu Charles Leclerc qui est passé. Après, il y avait Raikkonen quand c'était Alfa Romeo. Mais bon, au-delà de ça, les performances ont toujours été assez anonymes. Donc, pour conclure, en tout cas, sur ma vision de ce projet Audi, je pense qu'on est face à un projet très bien construit, très bien mené, qui avait démarré un peu comme ça, puis finalement qui repart bien. Donc on a hâte de voir leur début en piste à Barcelone en essai privé. Il y a des rumeurs autour de la qualité de leur moteur, c'est du bullshit, tout ça, hein, évidemment, C'est sur la Mercedes, piste que ça se verra. de toute façon. Audi, voilà, tout le monde dit qu'ils ont le meilleur moteur, ou alors il y a des rumeurs comme quoi Ferrari est en retard, etc. Ne croyez pas ça, je vous le dis, ne croyez pas ça, personne ne sait rien. Chacun sait ce qu'ils ont entre les mains, mais ils ne savent pas ce que les autres ont, donc on verra ça. Mais en tout cas, bon, c'est le sujet suivant, mais ça annonce une belle saison 2026. Merci Cyprien, et d'ailleurs effectivement on va évoquer dans quelques instants la saison 2026 dans la question hebdo, mais avant cela n'hésitez pas à vous ruer dès 20h en version numérique sur le magazine de la semaine, puisque justement ce projet Audi sera en une d'Auto Hebdo cette semaine, disponible dès mercredi bien évidemment en kiosque. On va passer à la question hebdo. La question hebdo qu'on vous pose également à partir de 20h. Beaucoup de choses qui se passent à partir de 20h chez Auto Hebdo et sur autohebdo.fr. C'est important évidemment d'être présent. La question qu'on vous pose elle est très simple. Est-ce que vous avez hâte de vivre cette saison 2026 de Formule 1? Parce que certes, il reste 3 Grands Prix en 2025, mais il faut déjà se projeter vers le futur. Nouveau châssis, nouveau moteur, on a commencé à les évoquer ici. Et je pensais, messieurs, que ce serait une bonne opportunité de faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé, parce que ça fait plusieurs années évidemment que cette réglementation 2027 est en gestation, qu'elle bouge beaucoup aussi. C'est ce que nous avait dit Simon Pajot d'ailleurs dans les pages d'Auto Hebdo, en disant que lui ça fait plus d'1 an qu'il travaillait déjà sur le programme et que déjà ils ont eu plein de versions différentes. Aujourd'hui on comprend à peu près comment ça va se passer. Donc les nouveaux châssis, on l'a vu justement grâce à l'Audi, donc petit changement surtout au niveau de l'aileron avant, l'aileron arrière aussi qui change, et surtout elles sont plus petites
est plus étroite, ces voitures. C'est pas mal, Mathieu, ça. Oui, ça en tout cas, c'est la direction vers laquelle, à mon avis, tous les fans de sport auto veulent voir la F1 aller. Ça, c'est clair. Maintenant, bon, elles resteront quand même plus imposantes qu'à l'époque. Faut pas non plus s'attendre à une génération similaire à celle de 2005, par exemple. C'est vraiment tout autre chose. Et je crois qu'on perd 30 cm de largeur, quelque chose comme ça. Ça doit être ça. On perd une vingtaine de centimètres, si je dis pas de bêtises. On retrouve à peu près les voies, justement, de 2005-2006. Mais elles sont quand même beaucoup plus longues parce qu'il y a plus de sécurité, il y a l'essence pour tout le Grand Prix aussi, il faut pouvoir la mettre dans la voiture, donc voilà, ça reste quand même ça va être un défi technologique énorme parce que pour les constructeurs, notamment le fait de perdre du poids sur ces voitures, énormément de poids par rapport à cette saison, alors que la technologie elle avance. Donc bon, pour répondre à la question très rapidement sans forcément rentrer dans le détail pour l'instant, oui, évidemment, on a hâte d'avoir cette saison 2026. Déjà, évidemment, on s'accroche à l'espoir de voir une hiérarchie un petit peu bousculée, naturellement. On s'attend aussi peut-être à avoir forcément des écarts qui sont un petit peu plus importants, parce que même si ça peut être vu comme un défi négatif, évidemment, si on a un écart de 30 secondes, c'est pas une bonne chose. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le fait d'avoir toutes les voitures qui sont aussi resserrées, ça nous amène pas forcément à des courses super intéressantes. On est arrivé à un bout de réglementation qui n'est pas aussi passionnant, je trouve, que celui de 2021, par exemple. Et donc le fait de repartir dans autre chose avec un défi technologique que tout le monde annonce comme étant révolutionnaire et certainement sans précédent, ou en tout cas quasiment, j'ai hâte aussi de voir à quel point est-ce que les équipes vont être capables de réutiliser certaines choses, parce que ça aussi c'est un petit peu passé sous silence, mais faut pas non plus imaginer que c'est 100% autre chose. Clairement. Non plus. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant, et peut-être Cyprien, tu vas être plus à même de le détailler, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles choses, notamment sur le plan de la voiture et sur la physionomie de la course, qui vont un petit peu changer. Oui, tout à fait, Mathieu, pour répondre à cette question hebdo d'ailleurs, dans un premier temps, est-ce qu'on a hâte de cette saison 2026 ? Oui, j'ai hâte, comme au début de chaque saison, et encore plus au début d'une nouvelle réglementation, mais j'ai aussi peur, honnêtement. C'est quand même rare, voire c'est quasiment inédit, qu'il y ait autant de changements en une année, qu'on change autant le châssis et autant le moteur, surtout, qui est le vrai gros changement de l'an prochain. Ça m'inquiète un peu, parce que on va aussi changer la façon de courir, on va changer l'aéro des voitures, c'est la fin du DRS, on aura un nouveau système de DRS avec un aileron, une aérodynamique active et un aileron qui sera activable dans différentes positions. Avec les deux ailerons d'ailleurs, oui, les deux ailerons. Pour nos auditeurs, donc effectivement, l'aileron avant et l'aileron arrière pourront donc être en position plate, on va dire, dans la ligne droite, donc pas de traînée, et puis ils se remettront en position active pour les virages, mais ça, ce sera disponible pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Ce qui est pour le coup l'opposé de la rigidification un petit peu des ailerons avant décidée à Barcelone cette saison, pour un peu plus d'équité, en l'occurrence entre les équipes. Mais... En fait, ils sont venus, ils ont dit, écoutez, cette année, bon, essayez de faire des ailerons plus rigides, on veut pas que ce soit trop flexible. L'an prochain, vous en faites pas, ça va être l'open bar. Mais... c'est en vrai, si on veut être un peu complotiste, peut-être que ce fameux mini DRS aussi sur l'aileron arrière de McLaren a ouvert une porte et à donner des idées à la FIA. Parce que de toute façon, les équipes sont souvent plus malignes que ceux qui font les règlements. C'est pareil dans toutes les catégories. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de le notifier quelques instants. C'est vrai que jusqu'au début de cette saison, il y avait encore des réunions, et j'y repense à Bahreïn notamment, entre les directeurs d'équipe pour déterminer quelle serait précisément cette réglementation. Mais il y a 3 mois, on nous disait encore que c'était pas fini. Hein. C'est ça. Non, mais je crois qu'on en est à la 17e version du règlement technique. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Je pense qu'il y a des équipes qui sont vraiment en retard, pour le coup. On saurait pas dire qui, mais je pense qu'il y en a. Et donc, à mon avis, c'est tout un jeu de négociation entre celles qui sont en avance, celles qui sont en retard, celles qui ne savent pas encore, et puis les constatations de ce qui est possible techniquement et ce qui est possible seulement en théorie. Ouais, et puis aussi, moi, c'est un peu ça qui m'inquiète sur l'an prochain, c'est ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, tout le monde sera pas au même niveau. Non. Et bien sûr. Aujourd'hui, on a un paradoxe dans la Formule 1, c'est que la Formule 1 est plus serrée que jamais en qualification. On a vu des qualifs où on a les 20 monoplaces en Q1 dans la même seconde. C'est du jamais vu. Enfin, si vous regardez l'époque de Prost, Senna, etc., vous avez des fois 2 secondes entre les 10 premiers, quoi. Donc ça, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'en course, les voitures n'arrivent pas à se suivre. Elles ne dépassent pas parce qu'elles n'ont pas assez d'avance sur la voiture de devant. Voilà, c'est ça. On a toutes ces problématiques d'air sale, notamment, qui devaient être réglées en plus supposément avec cette nouvelle réglementation. Et au final, ça allait plutôt bien la première année, puis ça a été de pire en pire depuis 2022. Donc, tout ça pour dire que l'an prochain, en fait, on va se rendre compte de ce que c'est une Formule 1, à mon avis, pas du tout serrée. Et moi, j'ai peur qu'il y ait un constructeur, comme c'est souvent le cas, qui ait trouvé le truc, que ce soit Mercedes comme en 2014. Enfin, faut se rappeler de l'époque quand même, où Mercedes arrive après 4 ans de domination Red Bull et gifle absolument tout le monde. Bon, super, bravo à Mercedes, très bien, ils ont fait le meilleur boulot, mais enfin pour le spectacle, c'est pas top. Donc moi j'ai un peu cette appréhension. Surtout Ce qui serait top, ce serait que 2 équipes trouvent. Là, ce serait vraiment formidable. Ce serait top que 10 équipes trouvent aussi. Mais... Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu non plus. Non, mais l'avantage, comme tu dis, c'est que le moteur va prendre une part prépondérante, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Donc,
si Mercedes arrive à faire le meilleur travail, leur moteur va quand même bénéficier à McLaren, va bénéficier à Williams, va bénéficier à Alpine. Donc, évidemment, Mercedes aurait l'avantage puisqu'il fabrique aussi le châssis qui est directement lié à ce moteur-là, on est d'accord, mais ça permettrait quand même à d'autres équipes de venir un peu s'immiscer. Je rappelle que Felipe Massa fait la pole au Grand Prix d'Autriche avec une Williams en 2014. Enfin, il y avait au moins un petit peu de changement comme ça qui était apporté. Là où, par contre, si on arrivait sur un nouveau règlement uniquement focalisé sur l'aérodynamique, bah là, il y a une seule voiture qui pouvait potentiellement vraiment gifler la concurrence, et là, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Moi, je trouve que j'ai très hâte, pour les raisons aussi qu'on mentionne, ce côté, bon, il n'y a plus de DRS, certes, mais en fait, il est remplacé donc, par ces ailerons actifs, mais aussi, surtout, par le bouton override, qui sera donc un mode dépassement sur le moteur, qui agira comme un push-to-pass, qui délivrera plus d'énergie électrique, ou en tout cas un mélange différent, et qui, lui, par contre, ne sera disponible que pour la voiture de derrière, et qui ne pourra pas être utilisé complètement défensivement, donc ça peut être intéressant. À voir, encore une fois, comment c'est mis en place. J'ai pas envie que ce soit mis en place comme le DRS avec des zones et ce genre de choses, sinon c'est complètement stupide. Mais si tu dis, ok, t'es derrière, t'as le droit à X% de plus d'utilisation de ta batterie sur ce tour, vas-y, enfin, ça peut être intéressant. Ça peut apporter des choses. Mais ça apporte de la stratégie, plus que le DRS, où le DRS, finalement, tu passes une ligne, t'appuies sur le bouton, et c'est très mécanique. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que, pour moi, la réglementation actuelle a un peu loupé sur ce côté-là, c'est que les voitures sont très proches, c'est super, mais en gros, imaginons un pilote se loupe en qualif et il se retrouve 12ème. Il remonte pas. En fait, déjà, il remonte pas, et si ça se trouve, il s'est pas juste loupé, il est juste 12ème meilleur pilote, donc il sera pas plus haut dans la course. Et en fait, comme aujourd'hui, les pneus ne s'usent plus, parce que, qu'on soit franc, les courses à un arrêt, c'est parce que c'est obligatoire quasiment, les pneus sont très bien gérés par toutes les équipes aujourd'hui. Tu n'as à aucun moment une différenciation entre les voitures. Donc là, je me dis, effectivement, il y a pas mal de choses qui semblent gadget, il y a cette crainte de voir les voitures devoir ralentir dans la ligne droite pour économiser de l'énergie, ainsi de suite. Mais je dis, tant mieux, parce qu'en fait, c'est peut-être un peu extrême, ou en tout cas très aseptisé d'une certaine manière, dans le sens où dire, ah oui, non mais d'accord, là, il a dépassé parce que l'autre avait pu... Mais en fait, on s'en fiche, d'une certaine manière. On a eu la bagarre, il y a eu un dépassement... tant qu'il y a de la bagarre, c'est ça. On vibre un petit moment, en fait. Même quand, tu vois, Mathieu, t'as l'air un petit peu circonspect parce que je suis en train de dire, mais par exemple, comme en 2012-2013, où les pilotes faisaient 4 arrêts par Grand Prix et t'avais des dépassements. Non, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fond. Il faut juste que la défense soit quand même possible. Parce que je trouve qu'on privilégie beaucoup l'attaque. Moi j'ai souvenir par exemple du début de carrière de Lewis Hamilton où c'était un défenseur assez hors pair sur la manière de placer la voiture. Moi c'est ce qui m'a vraiment marqué à l'époque. J'aimerais qu'on puisse quand même avoir des pilotes qui puissent se démarquer aussi par la défense et par la qualité de ça. S'ils se font complètement manger par la puissance du gars derrière qui finalement n'a entre guillemets aucun mérite, je le dis vraiment avec des pincettes, mais à dépasser juste parce qu'il a délivré la plus grande puissance, ça ce serait super dommage. Je comprends ce que tu veux dire. C'est le problème du DRS aujourd'hui. Hein. C'est le problème du DRS aujourd'hui. T'es calé derrière, t'as le DRS ouvert, tu passes facile et puis hop. Moi, je pense qu'ils font ça aussi parce que, comme il y aura la réglementation d'aérodynamique active, en gros, tout le monde va, pour vraiment la faire très courte, dans les virages, ils auront tous les appuis de Monaco, et dans la ligne droite, ils auront tous les appuis de Monza. Ouais. C'est globalement l'idée du truc. Donc, comme tout le monde va avoir énormément d'appui dans tous les virages, ça va créer énormément de turbulences. Et donc j'ai peur qu'on puisse pas suivre, même si théoriquement derrière t'as plus d'appui aussi, donc tu devrais plus facilement pouvoir suivre, mais quand même à un moment donné, la turbulence, ça reste quelque chose qui existe et tu peux pas vraiment contrecarrer ça. Donc peut-être qu'ils se disent que les pilotes vont sortir des virages un peu plus loin, donc il va falloir ce surplus de puissance. Maintenant, effectivement, ça peut être un énorme flop où tout le monde se suit très facilement en virage, et après c'est la foire d'empoigne dans la ligne droite parce que... Bon, après, dans tous les cas... Ça, on peut pas encore le savoir. On aura déjà un peu une réponse en essai de pré-saison parce que les équipes, on sait aussi comment elles fonctionnent. Des fois, les pilotes se bagarrent un peu juste pour voir justement comment les voitures se suivent, etc. Mais au-delà de ça, au-delà de tout ce qui est technique, etc., on peut quand même être hypé par cette saison 2026 pour revenir vraiment sur le concept de cette question hebdo, parce qu'on aime bien digresser ici quand même. Non, mais elle était faite dans un sens où nous sommes là pour alimenter la réflexion de nos lecteurs. Je plaisante, Michael. Évidemment que nous alimentons la réflexion. Et je vais leur alimenter un peu plus la réflexion en disant que ce qui me hype beaucoup, moi justement, on en a parlé avant, c'est l'arrivée d'Audi et c'est l'arrivée de Cadillac, parce que je crois plus dans la performance d'Audi en 2026 que dans celle de Cadillac, parce qu'Audi arrive déjà sur des bases, comme on l'expliquait, faites avec Sauber, un moteur préparé depuis plus longtemps. Cadillac part de zéro, c'est très compliqué pour eux au début, mais globalement on a quand même le groupe General Motors qui est un des plus gros mondiaux, voire peut-être même le plus gros groupe au monde qui arrive, et Audi qui est une marque absolument emblématique. Moi, rien que ça, quand on regarde la grille, quand on a McLaren, on a Williams, qui en plus, Williams revient à un très bon niveau. Mercedes, marché, Williams qui a l'air en plus de viser assez haut.
Mercedes, Alpine aussi, qui va avoir le moteur Mercedes, qui pourrait du coup les aider. Ferrari qui est toujours là, évidemment. Ferrari, on n'en parle même pas. On a finalement aujourd'hui plus de petites équipes, et même As, c'est Toyota derrière. Donc As, on a beau entendre de la part de As que Toyota n'est qu'un partenaire, oui. C'est Toyota, moi je les vois un peu comme, vous savez, le marionnettiste comme ça, qui a son petit pantin au bout, qui le fait bouger. Bon, c'est un peu dénigrant pour As, mais tout ça pour dire que d'avoir autant de grandes marques, d'avoir autant de moyens mis, ça va faire que la Formule 1 déjà est hyper valorisée. Et que du coup on va avoir des équipes avec des moyens colossaux et plus de petits, donc forcément des batailles. Et puis moi il y a un truc que j'adore déjà sur cette saison par exemple, c'est que en qualif on voit vraiment le pilote qui fait la diff, et j'espère que ce sera pareil l'an prochain. C'est à dire qu'aujourd'hui vous vous appelez Max Verstappen, votre caisse est un peu moins bien sur une séance de qualif, et vous êtes 16e, là où il y a 1 an ou 2 ans encore plus, Verstappen aurait fini 8-9e sur la grille, avec une voiture du niveau qu'elle avait au Brésil. Là non. Et puis là vous avez un Oli Berman par exemple qui est super fort en qualif, qui est en train de dégommer Esteban Ocon, et qui lui peut faire 6e sur la grille, Adjar 5e, voilà. Donc j'espère qu'on aura ça l'an prochain, et avec tous les grands talents qu'on a sur la grille, on a quand même 2 générations qui s'opposent, voire 3, les papis, les tout jeunes, et puis la génération intermédiaire des Norris, Verstappen, Leclerc, etc. C'est absolument génial. Donc je pense qu'on est peut-être, on l'espère, à l'aube d'une ère dorée de la Formule 1. Dites-nous ce que vous en pensez justement de cette ère 2026 qui a commencé. On rappelle qu'elle pourrait être assez courte, vu qu'il y a déjà des tractations pour changer de moteur en 2029, en 2030, enfin bref, voilà. C'est comme d'habitude, la Formule 1, c'est de toute façon des discussions permanentes entre les différentes parties prenantes, et nous on aime bien suivre ça, parce que c'est toujours assez passionnant. On a hâte de voir ce que ça donne en 2026. On va terminer avec quand même le Grand Prix de Las Vegas 2025, s'il vous plaît, c'est ce week-end. Revenons un petit peu à aujourd'hui. Et les enjeux du Grand Prix de Las Vegas, on va évidemment commencer par le titre, bien évidemment le titre de champion du monde qui se joue principalement entre Lando Norris et Oscar Piastri pour le moment. Norris peut-il vraiment enfoncer le clou et assommer Oscar Piastri sur ce circuit de Las Vegas, mon cher Cyprien ? Là il a carrément une balle de match, oui, puisqu'il a déjà 24 points d'avance, c'est presque une victoire, puisqu'il a la victoire à 25 points, donc s'il gagne ce week-end encore, même si Piastri fait 2, il restera plus que 2 Grands Prix et un sprint, ce sera quasiment mort. Le problème, c'est que Piastri, il n'a pas battu Norris depuis Zandvoort, où Norris a abandonné. Voilà. Mais il l'aurait battu à la régulière. Voilà, il était derrière, mais il a effectivement abandonné en plus. Donc Zandvoort, c'était le 31 août, il me semble, dernier week-end d'août. Voilà, on est à la mi-novembre, voire fin novembre quasiment. Là, ça commence à faire long, donc je vois pas comment Piastri peut battre Norris ce week-end à Vegas. Après, Vegas, c'est aussi un tracé qui est très particulier. C'est un tracé qui est très froid, souvent. C'est disputé dans des conditions très fraîches, qui ne favorisent pas la McLaren. On l'a vu les années précédentes. Alors peut-être que si la McLaren est moins bien, Piastri arrivera à être plus proche de Norris. Je sais pas. Mais en tout cas, la balle de match, elle est dans les mains de Norris. Et je pense que là, on se dirige vers un titre de plus en plus probable pour Lando. Ouais, parce que d'ailleurs, les prévisions météo pour Las Vegas, il pourrait neiger carrément pendant le week-end. Alors là, il y a quelques flocons de neige qui pourraient être attendus pour samedi. Ça me rappelle des courses de Mario Kart. Vous savez, il y a une piste à un moment qui est enneigée. Là, j'aime bien. Ouais, ce serait assez fabuleux après à voir. Moi, je rappelle, le WEC a fait les 6 heures de spa sous la neige. Donc, allons-y dans ce cas-là. La Formule 1, franchement, un drapeau rouge parce qu'un pilote s'est tapé une congère, ce sera absolument génial. Au moment, on verra les flouettes pour une fois. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut toujours trouver les bons côtés. On sera content de voir le rose de BWT sur l'Alpine pour la discerner au milieu des flocons. Ce sera pas mal. C'est vrai que la Haas va totalement passer inaperçue. Oui, par contre, la Sauber aussi, avec le vert fluo, c'est pas mal. Alors, la Racing Bulls, par contre... La quoi ? Je ne les vois pas, ces gens. Je ne sais pas où ils sont, puisqu'ils sont tout en blanc, alors que la piste est toute blanche. Je suis perdu. Ça devient très compliqué. Mathieu, pour Max Verstappen, est-ce qu'on serait pas sur la dernière chance ? Parce que tu parlais, Cyprien, d'un doublé potentiel de McLaren avec Norris devant Piastri qui donne l'avantage à Norris. Enfin, quand on regarde les 2 Grands Prix de Las Vegas qui ont eu lieu avant, le doublé de McLaren, il n'est pas vraiment convaincant pour le moment. Et est-ce que ce serait pas justement sa dernière chance, là où il a été champion du monde en 2024 ? Si, il a déjà été titré ici, il a déjà été évidemment très fort ici, mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'il y a tellement eu de logiques qui n'ont pas été respectées cette année. Je pense notamment à Singapour, où on s'attendait absolument pas à ce que McLaren soit devant, on s'attendait absolument pas à ce que Ferrari soit notamment autant en difficulté, que puis-je vraiment te dire, oui, mais si on se base sur l'année prochaine, je suis pas sûr.
Donc en vérité, oui, on a tendance à dire que Max Verstappen c'est sa dernière chance et qu'il a toujours été bon ici. En revanche, les McLaren, j'ai l'impression qu'elles savent quand même bien s'adapter cette année, et Norris c'est surtout sur une pente ascendante assez impressionnante, donc je le vois pas sortir à minima du top 5, et à mon avis ce qui serait suffisant pour lui pour sécuriser une position très correcte. Je suis pas aussi catégorique que Mathieu là-dessus. Moi, je pense que les McLaren peuvent sortir du top 5. Ok. Pour le coup. L'an dernier, ils avaient la meilleure voiture en fin de saison, et je crois que Norris fait 5 justement. Piastri est 8ème, il me semble, et puis surtout à Las Vegas, la voiture dominante, enfin l'an dernier en tout cas, c'était clairement la Mercedes. Et je pense que cette année, ça va être pareil, parce que la Mercedes, quand il fait froid, elle marche. C'est aussi le cas de la Red Bull. En fait, c'est deux voitures qui ont plutôt les mêmes caractéristiques, qui réussissent bien dans des conditions fraîches. Je pense du coup, à mon avis, si je devais pronostiquer, que le podium, vu l'état de forme des deux pilotes Mercedes et de Verstappen, ce serait Russell, Antonelli, Verstappen, peu importe l'ordre. Je les vois comme ça. Je vois bien les Ferrari aussi, pareil, qui ont déjà fait des podiums. Leclerc a déjà fait des podiums. Hamilton, fait deuxième l'an dernier avec une Mercedes, certes. Les Ferrari peuvent être devant les McLaren, ça peut aller vite. Ils peuvent vite se retrouver 6 et 7. Mais en fait, dans tous les cas, s'ils sont 6 et 7, c'est Lando qui est content. Voilà. Parce que même si Piastri est devant, Piastri marquera quoi ? Allez, 6 points, Norris 3, Norris 4 plutôt. Bon, il perdra pas grand. Mais ce qu'il faudrait dans l'idéal pour relancer le championnat, ce serait qu'on ait les McLaren en fin de top 10, voire en dehors, l'idéal. Ce qui serait là par contre. Et Verstappen vainqueur, quoi. Voilà, ce serait très peu probable, c'est sûr. Mais effectivement, c'est un Grand Prix sur lequel McLaren peut pas utiliser leur avantage, qui est de maîtriser la température des gommes avant, de justement baisser sa température, alors que là, on demande beaucoup justement aux pneus, on essaye de les mettre rapidement en température parce qu'il va faire très froid et qu'il y a une longue ligne droite de 2 km sur le strip. Oui, les pneus se refroidissent. Les pneus se refroidissent complètement avant le dernier secteur. Enfin, avant le secteur, avant une chicane qui mène vers une ligne droite qui fait aussi une borne, globalement, avec le dernier virage. Donc, pas tout à fait droite, il y a quand même un virage. Oui, il y a un virage, effectivement, qui se prend à fond. Le dernier enjeu de ce week-end, c'est pas en Formule 1. Comme ça, vous allez bien surpris, mais c'est quand même à Las Vegas. C'est quand même avec des couleurs de Formule 1 sur les voitures. Oui, et puis c'est pour un titre. C'est pour un titre, exactement, mon cher Mathieu. Le titre de F1 Academy, Dorian Pain contre Maya Veug. Qui aurait l'avantage Allez, donne-nous un petit peu, mets-nous l'eau à la bouche pour cette finale qui aura lieu, on le rappelle, en pleine nuit. Alors évidemment, on a envie que ce soit Dorian qui l'emporte. Elle est pour l'instant première avec 9 points d'avance donc sur Maya Veug, la pilote soutenue par Mercedes. Maya Veug, pilote soutenue par Ferrari, elle qui donc est deuxième du championnat, mais qui a gagné les 2 dernières manches justement de cette saison. Dorian Pain qui n'a plus gagné depuis Montréal. Donc Montréal, ça date effectivement de avant l'été. Donc même si elle fait des podiums et que les deux continuent à être très compétitives, on a vu qu'elle était vraiment en position de gagner lors de la dernière manche justement sous la pluie, mais Maya Veug l'a reprise justement dans le dernier tour. Donc on sent que cette rivalité elle est vraiment assez exacerbée. Les deux sont confiantes, elles ont fait justement des déclarations quant au fait qu'elles avaient chacune leurs armes. J'aurais tendance à dire qu'en termes de dynamique, au-delà du championnat et des victoires, Maya Veug a quand même une petite avance. Elle a notamment été en tête de chacune des 8 sessions de test à Bahreïn il y a de ça 2 semaines. Donc effectivement Dorian qui est un petit peu sur le reculoir, mais c'est un circuit urbain dans lequel Dorian Pain a toujours été plutôt à l'aise. On se rappelle notamment de Jeddah l'année dernière. Donc, avec ce tour de trop. Avec ce tour de trop malheureusement, mais sinon elle avait bien gagné. Et donc je dirais que voilà, il y a quand même un duel qui est assez équilibré. Ça peut vraiment jouer sur des détails. En termes de dynamique, c'est plutôt Maya Veug. En termes d'aisance théorique, c'est plutôt Dorian Pain. Il y a 9 points d'avance au championnat, c'est 9 points pour Dorian Pain, exactement. Et donc c'est ça, il y a 9 points qui les séparent, donc ça peut être vite fait aussi, parce que c'est vite fait, 9 points. Une victoire en sprint c'est 10 points, et Maya Veug a plus tendance à remonter en sprint que Dorian Pain cette saison. Oui, on rappelle, c'est une grille inversée. Grille inversée avec 10 points pour la gagnante, et puis 25 points évidemment attribués le dimanche, j'allais dire, oui effectivement le dimanche dans la nuit pour nous, ce que tu fais bien de le signaler, les courses seront très tôt, en l'occurrence encore une fois. Ou très tard. Après Macao, c'est à vous de le voir. Voilà. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quelle serait selon vous la bonne stratégie adoptée pour Mathieu, justement, parce que c'est lui qui va s'occuper de la F1 Academy ce week-end. Dormir ou pas. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux considérer que la F1 Academy termine sa journée, la commence, est-ce que c'est un milieu ? Alors là, est-ce que si vous lui conseillez de se lever à 16h et de finir à 9h du matin, je pense que là, oui, ça... Et pourquoi pas finalement ? Parce qu'ils vont nous le tuer, c'est tout. Moi, je pense à Mathieu. La réflexion se fait, c'est une question hebdo bonus pour moi. Voilà, je vous le dis. Donc rassurez-vous, on vous donnera toutes les indications au fur et à mesure du week-end. Vous verrez, de toute façon, vous regardez simplement la date et l'heure des articles. Et vous voyez si Mathieu Chambenois, vous comprendrez un petit peu quelle est la stratégie adoptée. Merci messieurs, en tout cas, d'avoir été là pour cette 10e émission Auto Hebdo. On se retrouve évidemment. Eh ben oui, déjà, bien sûr. 10, ça passe vite. On est passé aux 2 chiffres maintenant.
C'est fantastique. Le petit panneau qui est derrière toi, mon cher Cyprien, maintenant, il y a 3 petites suis cases en ému. bas. C'est beau quand même, hein. Charles Leclerc regarde ça avec beaucoup de fierté pour nous. J'aurais dit de perplexité, mais fierté, c'est mieux, effectivement. Je ne peux pas dire ça. Et puis en dessous, notre magnifique collector sur la Renault Turbo, la Renault 5 Turbo. Exactement, qui est disponible. On rappelle, vous pouvez vous le procurer évidemment, tout comme le magazine de cette semaine, dès 20h en version numérique et dès mercredi en version papier, bien sûr. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Ciao.